Camarades, bonsoir. Permettez-moi d'adresser aussi des remerciements à la FPS de nous permettre de nous réunir ce soir pour évoquer notre déplacement à Rafah. Et de vous remercier aussi d'avoir répondu présent, parce que si notre déplacement était important à mon sens pour permettre d'alimenter les témoignages sur la situation des Gazaouis, sur la situation à la frontière, ça n'a de sens que si nous avons des oreilles pour nous entendre. Et je voudrais remercier aussi évidemment notre collègue Éric Coquerel pour avoir mené brillamment cette délégation, et des remerciements à nos collaborateurs et collaboratrices qui ont aussi également permis que tout se passe au mieux. Si je devais retenir un mot de ce déplacement, en fait, ce serait le mot colère. Ma colère à moi, elle est nourrie par tout ce que j'ai pu observer qui montre concrètement la volonté de l'État d'Israël de commettre un génocide à l'encontre des Palestiniens. Elle est nourrie aussi par tous les témoignages que j'ai pu entendre sur les atrocités que fait vivre l'armée coloniale. Elle est nourrie aussi par le renoncement de notre gouvernement à lutter contre ce génocide en cours. Alors quand je vous parle d'éléments concrets, je songe notamment à cette fameuse file de camions censés apporter l'aide humanitaire et dont pas un seul véhicule, effectivement, n'est parvenu à passer la frontière durant les 2 heures que nous avons passées sur place. Je songe aussi également à ce qu'évoquait Sabrina, à savoir la quantité astronomique de produits qui s'entassent dans les entrepôts logistiques du Croissant Rouge. Israël refuse en effet de laisser passer à la frontière tout ce qui pourrait avoir un double usage et donc servir à des fins militaires, mais sans préciser les critères. Parmi ces objets, effectivement, on trouve des coffres à jouets pour enfants, des frigos, des filtres à eau, des panneaux solaires ou encore des générateurs pouvant alimenter des hôpitaux. Et en même temps, c'est vrai qu'Israël passe son temps à cibler les hôpitaux de Gaza sous prétexte que ce sont des bases du Hamas, donc pourquoi s'embêter à les alimenter, n'est-ce pas? Les Tats, même, ne passent pas la frontière. Alors on suppose que c'est en raison de leurs noyaux qui seraient perçus par les Israéliens comme des armes potentielles. Je vais vous dire le degré d'absurdité que l'on atteint. Alors je vous parle de ma colère, mais qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente à côté de toutes les colères que nous avons rencontrées sur place? Diabello est ambassadeur de Palestine en Égypte. Il dit être heureux de nous rencontrer. Pour lui, notre délégation est une marque importante de solidarité, mais il ne parvient pas à sourire. 5000 Palestiniens sont bloqués en Égypte. Depuis le 7 octobre, ça n'a fait qu'empirer. Ces réfugiés n'ont plus rien. Alors l'autorité palestinienne devrait les aider, mais comment le faire convenablement? Car la crise financière qu'elle traverse n'a jamais été aussi flagrante. Comment l'ambassadeur pourrait-il ne pas être en colère? Mohamed Abdelghani est un sénateur égyptien. Il est membre de la commission des affaires étrangères. Il aime la France, il est attaché à son image de pays des droits de l'homme, mais il ne comprend pas. Pourquoi se revendiquer de cette appellation si c'est pour montrer si peu de considération pour les Palestiniens? Pourquoi se montrer si mou face au génocide des Gazaouis? Pourquoi la France ne joue-t-elle pas son rôle? Pourquoi fait-elle comme s'il ne s'était rien passé ces 75 dernières années? Il est déçu. Il est en colère. Marc Lassaoui est responsable de Nouveau Europe. À chaque fois que je l'ai rencontré, il était préoccupé. Les financements de cette agence de l'ONU, qui s'occupe des réfugiés palestiniens, sont en péril depuis longtemps. Mais lorsque nous avons rencontré Marc Lassaoui au Caire, c'était d'un tout autre niveau. De nombreux pays, effectivement, ont décidé d'arrêter de financer l'UNRWA, et si rien ne change, l'agence fermera ses portes à la fin du mois. Tous ces efforts pour en arriver là? Comment Marc Lassaoui pourrait-il ne pas être en colère? Raphaël Pitti est médecin humanitaire. Il a fait le tour du monde pour sauver des vies, il a mené une 40aine de missions. Ex-Yougoslavie, Tchad, c'est un habitué des zones de guerre. Il s'est rendu dans la bande de Gaza avec une 20aine d'autres médecins pour prêter main forte au personnel de l'hôpital européen de Gaza. Il décrit quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il parle de chaos. Il peine à nous décrire le niveau d'atrocité et de désespoir de ce dont il a été témoin. Il nous évoque cette femme enceinte et diabétique. Il n'y a pas assez d'insuline, alors elle diminue drastiquement les doses. Elle se dit que pour compenser, elle va moins manger. Et elle tombe alors dans un coma hypoglycémique. Elle accouche à 7 mois d'un enfant mort-né, et puis elle meurt à son tour. C'est une histoire glaçante. C'est une histoire parmi tant d'autres. Comment Raphaël Pitti pourrait-il ne pas être en colère?
Roméo est un soignant palestinien. Il travaille sans relâche à l'hôpital européen de Gaza qu'il ne quitte jamais. Au premier abord, on ne sent pas l'étendue de son désespoir. Au premier abord, on ne se rend pas compte que plus personne ne l'attend en dehors de cet hôpital. Car Roméo a perdu toute sa famille. Ses parents, sa femme, ses enfants, ses oncles, ses tantes, ses neveux, ses nièces. Il n'a plus personne. Comment Roméo pourrait-il ne pas être en colère? Jamila est une réfugiée palestinienne. Elle vivait à Gaza et ne pense qu'à y retourner. L'immeuble où elle vivait a été bombardé. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle nous dit « Il n'y avait que des femmes et des enfants. » De ses filles sont mortes. Elle ne peut pas voir les autres qui sont restés à Gaza ou qui se trouvent dans d'autres hôpitaux. Elle ne peut pas bouger pour tenter de les rejoindre car Iman ne peut pas quitter son lit. Car Iman, Jamila, aller à la colonne vertébrale brisée. Comment pourrait-elle ne pas être en colère? Comment peut-on imaginer que ces personnes et des millions d'autres peuvent ressentir autre chose que de la colère? Comment pouvons-nous construire une paix durable quand une large partie du monde politique ne fait que mépriser, ignorer et salir la cause palestinienne? Comment peut-on éviter une culture de la haine quand on se fait massacrer dans l'indifférence totale? La colère et assurément la résilience sont les seules choses qu'on a laissées aux Palestiniens. Le sens de mon engagement a toujours été de défendre les plus faibles, de défendre le respect des droits humains. Ce passage à Rafah m'a convaincu d'une chose: nous devons faire mieux pour offrir un avenir aux Palestiniens. Car la colère que j'ai emportée avec moi depuis le Proche-Orient, c'est aussi celle qui s'annonce et elle sera terrible. Une sénatrice égyptienne a dit ces mots que je vous partage. Même si Israël tue tous les Gazaouis, il y aura toujours des Palestiniens dans le monde et ils seront pleins de colère. C'est avec un cessez-le-feu et avec la justice qu'une paix durable pourra s'installer. Le génocide des Gazaouis n'apportera aucune paix aux Israéliens. Il alimentera au contraire la spirale de la violence. Et alors, il ne faudra pas dire « nous ne savions pas ».